après en replay sur notre chaîne YouTube, celle de Face Grand Toulouse. Alors, pour reprendre un petit peu le contexte dans lequel on se retrouve ce matin, donc c'était un cycle de 3 webinaires dans le cadre du projet Face au handicap. On a des petits problèmes techniques ce matin, mais ça va bien se passer. Alors, Face au handicap, c'est un projet qui est financé par la région et par la GFIP et qui a pour but de sensibiliser les entreprises à la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. On avait déjà fait une précédente édition l'année dernière qui tournait autour des troubles 10, donc avec notamment Cécile Ferré qui est avec nous ce matin. Et cette année, on a choisi de faire un sujet beaucoup plus large, donc l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, avec un focus sur les personnes seniors. Le premier webinaire, il s'agissait de donner des solutions aux entreprises pour qu'elles puissent favoriser l'insertion de ces personnes grâce à la sous-traitance. Le deuxième, je désactive les micros par contre, sinon il y a des échos. C'est bon. Le deuxième webinaire, c'était sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap directement en entreprise, en milieu ordinaire. Donc là, on avait eu des interventions du CRIC, on avait eu des interventions de la GFIP, de Handiwork. Donc on avait trouvé plein de solutions différentes pour favoriser cette insertion professionnelle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la question du maintien dans l'emploi. Donc on aura une personne qui va témoigner de son parcours. Après, on aura Sandrine Rest, notre conseillère en insertion professionnelle, qui va un petit peu définir tout le terrain, en fait, hein, quels sont les freins, quelles sont les solutions. Et puis Magali Barter de KP Pro qui va nous en parler un peu plus en profondeur. Voilà pour le programme de ce matin. Il faut savoir que ça s'inscrit aussi dans le cadre de notre parcours d'insertion professionnelle. Donc, en fait, nous, à Face Grand Toulouse, on accompagne actuellement une vingtaine de demandeurs et demandeuses d'emploi qui sont seniors et en situation de handicap. Et donc, aujourd'hui, c'est la fin de leur parcours d'accompagnement. Donc, on va faire le point avec eux juste en suivant le webinaire. On va tous se retrouver avec les entreprises qui ont participé, etc., pour clôturer ce suivi. Donc, vous pourrez avoir aussi des retours d'expérience. Voilà pour le contexte. Comme toujours pendant les webinaires, donc j'enregistre et après c'est disponible sur la chaîne YouTube. Vous pouvez à tout moment lever la main, participer, poser les questions dans le chat. L'idée c'est qu'on ait un petit comité ce matin et qu'on puisse avoir quelque chose de très dynamique, et voilà, qu'on échange beaucoup. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour commencer, je vais peut-être laisser directement la parole à Christine, qui nous a rejoint. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Donc, oui, c'est Christine. Hein. C'est pas Christine déjà. Excusez-moi. D'accord. J'avais pas vu. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai suivi la session de Rebondir ensemble avec Face Grand Toulouse avec Sandrine Ress. C'est une bonne session. Pour moi, ça m'a reboosté. Ça m'a remis un peu de punch. Parce que depuis 2019, je n'ai pas travaillé depuis la fin de ma formation. Je suis actuellement en recherche d'emploi et avec une RQTH. Je suis gestionnaire de paye et je suis en recherche d'emploi, bien sûr. Après, je ne sais pas si vous posez des questions ou si je continue. Oui, est-ce que vous pouvez reprendre du coup un petit peu l'histoire de votre parcours professionnel? D'accord. J'ai eu une multicasquette. Hein. J'ai travaillé dans plusieurs emplois. Celui où j'ai beaucoup évolué, c'est en restauration collective. Et suite à mon problème de santé, j'ai été déclarée RQTH, donc j'ai été obligée d'arrêter de travailler en restauration. Et il a fallu que je fasse une reconversion professionnelle. Et voilà, et j'ai fait ma reconversion professionnelle comme gestionnaire de paye. Et ma difficulté actuellement, c'est que je n'ai pas d'expérience. J'ai eu mon titre avant le Covid, au mois de mars 2020.
Et je n'ai pas d'expérience et chaque fois, mes entretiens se passent très bien, mes entretiens professionnels, mais ça n'aboutit pas. Voilà. Et là, du coup, est-ce que vous pensez que votre RQTH, c'est un frein pour retrouver un emploi? Alors, au départ, je ne l'annonce pas que je suis RQTH. Je ne le mets pas sur mon CV, sauf pour la fonction publique, parce que sur la fonction publique, sur le CV, il faut le marquer. Mais dans le privé, non. Donc, c'est en discutant avec les employeurs pendant l'entretien professionnel que je leur explique ma situation. Mais je ne sais pas si c'est un frein ou pas. Mais pour moi, en étant RQTH avec mes problèmes de dos, ça ne m'empêche pas de travailler, d'être à l'heure à mon travail. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. À part, voilà, quand vraiment j'ai mal, j'ai un traitement qui est un peu fort, mais je serai peut-être moins concentrée, mais je travaillerai quand même, je serai à mon poste. Tant que je peux marcher, comme on dit, je serai là. Je ne suis pas quelqu'un qui abuse des arrêts de maladie à tout va. Si je me mets vraiment en arrêt de maladie, c'est que je ne peux pas venir. Donc, il y a Magali Barter qui vous demande si vous êtes sur la région toulousaine. Oui, j'habite à Colomiers. D'accord. Magali, vous nous donnerez, on se passera les coordonnées mutuellement. Vous pouvez utiliser le chat pour échanger vos coordonnées, il n'y a pas de souci. D'accord. Par contre, j'ai eu, grâce à Face Grand Toulouse, qui m'a dirigée vers DSI TT, c'est une boîte d'intérim, et j'ai fait une mission de quelques jours à DSI, à Blagnac. Et là, j'ai vu beaucoup de choses. Des gens qui étaient en situation handicap beaucoup plus que moi. Et j'ai vu beaucoup de courage, une approche plus facile que quelqu'un qui n'a pas d'handicap, qui vous encourage aussi. Et j'ai trouvé ça touchant. Ça m'a touchée. Cette expérience m'a touchée parce que j'ai vu des gens qui se battent tous les jours pour venir travailler malgré leur handicap, malgré leurs soucis, que ce soit personnel ou de santé. Et je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Oui, pour reprendre le contexte, DSTT avait témoigné donc lors du premier webinaire. C'est la première agence d'intérim adaptée. Donc, en fait, toutes leurs missions d'intérim sont destinées à des personnes qui ont une RQTH. C'est ça. Voilà, donc ça c'est très innovant. On avait eu un témoignage lors du premier webinaire. Vous pouvez reprendre les coordonnées, regarder le replay. Est-ce que vous avez, du coup, pour les participants, est-ce que vous avez des questions à poser sur le parcours de Christina? Oui, bonjour, Christophe Chapa. Bonjour. C'était pour savoir, oui, dans la reconversion professionnelle, comment vous vous y êtes prise? Alors, au départ, j'ai attendu ma RQTH pendant 2 ans. Je l'ai eu en 2009. J'ai été suivie par l'IMCA à Colomiers, qui m'ont dirigée vers l'emploi, donc vers une formation de monteur-câbleur. Je ne suis pas manuelle du tout. C'est une bonne expérience, mais je n'ai pas voulu continuer. Et c'est le CRIC à Toulouse, c'est un centre de formation, qui m'ont dirigé comme comptable assistant, la première formation que j'ai fait en reconversion. Et c'est là où j'ai découvert le domaine de la paye. Et j'ai été suivie par Cap Emploi pour valider mon projet professionnel, pour suivre une deuxième formation de gestionnaire de paye. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, Vous pouvez fermer le micro de la je demande personne. du coup quelle est la principale qualité. Par contre, j'ai mal compris. Alain qui vous pose une question du coup directement dans le chat et qui vous demande quelle est votre principale qualité, votre principal atout. Alors, ma principale qualité, c'est que tous les jours, pour moi, c'est un combat. Je suis une personne très rigoureuse, un peu trop peut-être perfectionniste. J'y travaille là-dessus, mais je suis quelqu'un de dynamique. J'ai une capacité d'aller vers les autres, d'écouter aussi et de ne pas juger aussi. Et mes atouts, c'est me battre tous les jours, comme quand j'ai fait mes 2 formations. Ça n'a pas été facile tous les jours pour moi parce que j'avais pas le bac, j'avais qu'un cursus de 3e. Et à l'âge que j'avais, c'est pas facile de se remettre en question, de reprendre les maths, le français, tout ça. Et je me suis battue tous les jours et j'y suis arrivée. Je pourrais dire que je suis combattante. D'accord, merci beaucoup. Pour répondre à Pascal, en fait, c'est derrière Christina qu'il y a du bruit, il me semble, Oui. donc je ne peux pas couper le micro. Je suis désolée, j'ai des travaux dans l'appartement et je peux Voilà, pas faire donc, autrement. bon. Je coupe le micro alors. Non, mais tant que Ah. vous parlez, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Alors, je suis Arnaud Leveneur de l'Inclusion. Moi, j'ai une question pour vous, Christina, en termes d'envie professionnelle. Qu'est-ce que vous recherchez actuellement comme poste? Est-ce que c'est un poste salarié? Sur quel type de fonction, quel type d'entreprise ou de structure? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos souhaits professionnels? Alors, sur mes souhaits professionnels, je veux suivre toujours dans mon domaine, donc en étant gestionnaire de paye ou assistant de paye, même s'il faut, ou assistant RH, parce que même la mission que j'ai eue avec DSI, c'est agent administratif en RH, dans le privé comme dans le public. Même au niveau public, je suis prête à passer les concours qu'il faut pour pouvoir, malgré que j'ai la RQTH et que je peux éviter de passer ce concours, je suis même prête à m'investir et à passer ce concours pour la fonction publique. Ok. En termes de localisation, vous cherchez, j'imagine, du coup, Alors, dans le bassin toulousain? Oui, dans le bassin toulousain, et comme je n'ai pas de permis, je suis dépendante des transports en commun. Donc, là où il y a les transports en commun, j'y vais. Que ce soit à la Beige ou même Ramonville, s'il faut, je peux venir. Je peux me déplacer, si vous voulez. Ok, ça marche. Merci. Merci du coup pour ce témoignage. Ça nous permet de voir que bon, le public sur lequel on est aujourd'hui est très très motivé et que l'âge et le handicap ne sont certainement pas des freins pour la réussite professionnelle. Je vais laisser la parole du coup maintenant à ma collègue Sandrine qui va pouvoir reprendre tout le parcours de ces personnes et puis on va faire quelque chose d'interactif. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Christina. Ravie que vous ayez pu témoigner ce matin et de vous entendre quand même en forme. Oui, ça va. Merci. Bon, tant mieux. Donc, je prends un peu en cours de route, mais du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Sandrine Reyes, pour ceux que je ne connais pas. Je suis conseillère à emploi à Face Grande Toulouse depuis novembre de l'année dernière et je suis référente sur le dispositif Via l'emploi, en fait, qui justement accompagne les personnes dites seniors, donc de plus de 45 ans, et en situation de handicap, en tout cas porteur ou porteuse d'RQTH.
Voilà, ça c'est pour le public et l'objectif c'est vraiment de remobiliser ces personnes dans leur recherche d'emploi en fait. Donc c'est aussi des personnes qui sont généralement en recherche d'emploi depuis ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc c'est vraiment de les remettre au cœur de leur recherche d'emploi de façon active. C'est un dispositif qui s'étale sur 4 mois et qui s'articule autour de 6 ateliers. Donc, il y a différents ateliers dont certaines personnes ici ont déjà participé à l'animation. Je vois Arnaud, je vois Alain. Et donc, il y a différentes thématiques. Donc, la première thématique, ça va être la cohésion de groupe, qui est vraiment très importante parce qu'en fait, c'est la synergie du groupe qui souvent va être déclencheuse de beaucoup de choses pour ces personnes parce que on est souvent, RQTH senior ou pas d'ailleurs, quand on est en recherche d'emploi, on est souvent seul face à sa recherche d'emploi. Et le fait d'être dans un groupe, ça crée tout de suite une dynamique. En tout cas, les seniors et porteurs d'RQTH, dans ce cas-là, se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Donc déjà, ça permet de se dire qu'on n'est pas tout seul, ça peut remonter le moral. Enfin, il y a des parcours qui peuvent être plus ou moins similaires, dans lesquels ils se retrouvent. Donc c'est déjà assez moteur. Ensuite, il y a un atelier sur l'estime de soi parce qu'on va traiter la recherche d'emploi dans sa globalité. Donc, on va vraiment traiter et les compétences professionnelles, mais aussi la personne. Il va y avoir tout ce qui est technique de recherche d'emploi classique, la préparation aux entretiens d'embauche, les réseaux sociaux et la création d'entreprise parce que ça va être aussi des pistes que les personnes peuvent prendre. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce dispositif-là via l'emploi? Oui, c'était juste pour savoir comment les personnes dans la situation que vous évoquez peuvent vous trouver. Comment vous communiquez par rapport à ça? Oui, alors en fait, on a nos partenaires qui nous les orientent. Donc, il y a Cap Emploi et Pôle Emploi. Enfin, maintenant qu'ils ont fusionné, c'est surtout Pôle Emploi. Et voilà, on fait des informations collectives chez nos partenaires Pôle Emploi. Et c'est comme ça que les personnes nous orientent le public. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors du coup, aujourd'hui, moi, je voulais partager avec vous un petit peu les difficultés que j'ai pu observer chez les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas dans le maintien de l'emploi. Du coup, je voulais savoir, vous poser une petite question, donc en utilisant le chat, si vous voulez bien répondre. Est-ce que vous avez déjà vécu la situation suivante? Donc, devoir vous séparer d'un collaborateur ou d'une collaboratrice parce que le maintien à l'emploi n'était pas possible à son poste ou dans votre entreprise. Ou le contraire aussi, si le maintien à l'emploi avait été... est-ce que vous avez déjà vécu une personne où des choses avaient été mises en place pour que justement, elle soit maintenue dans l'emploi? Donc, on va répondre à la première question, déjà, si vous voulez bien. Donc, la séparation d'un collaborateur, une collaboratrice. Donc, vous pouvez répondre par oui ou par non, si vous avez déjà... ou si vous-même, d'ailleurs, vous avez dû quitter un emploi pour un non-maintien de poste. Alors, non. D'accord. Alors du coup, est-ce que les personnes qui ont répondu oui peuvent nous dire un petit peu plus sur la situation, sans rentrer dans les détails, mais savoir comment ça s'est un petit peu déroulé pour vous, pour l'entreprise? Alors, oui, en général, ça arrive devant le médecin du travail, hein, et le médecin du travail fait
comment ça s'appelle, une procédure d'invalidité à tout poste dans l'entreprise. Ensuite, comme on est une entreprise sous accord, donc on donne la possibilité, si le salarié le souhaite, à rencontrer les membres du comité de pilotage de la mission handicap afin d'avoir un échange. Et puis après, malheureusement, le licenciement est prononcé si on n'arrive pas à trouver un moyen de le maintenir. Mais en général, quand le médecin malheureusement dit que la personne est invalide, c'est que la personne a des problèmes de santé assez importants, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Et quand vous avez dit que vous avez essayé de trouver qu'il n'y a pas eu de solutions qui ont été trouvées, est-ce qu'il y a eu par exemple des moments des groupes de réflexion, des choses comme ça qui ont été mis en place, ou c'est pas des choses qui ont été Alors justement, c'est ce qu'on donne la possibilité. Alors après, c'est au choix du salarié. Donc on donne la possibilité de rencontrer des personnes du comité de pilotage de la mission handicap. Voilà. Donc après, c'est libre choix aux salariés s'ils souhaitent rencontrer des gens pour voir s'il y a d'autres solutions. Si même on peut l'accompagner vers, je sais pas, une autre formation ou une requalification. Mais la plupart des personnes qu'on a pu suivre, c'était voilà, des gros problèmes de santé. Donc dans ce cas-là, c'est assez difficile de les accompagner vers un autre poste. D'accord. Ok. Merci pour votre retour. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire un retour? Oui, Magali, je suis c'est un peu les mêmes problématiques hein, que Christophe. Effectivement, c'est quand le médecin du travail déclare une inaptitude au travail, c'est compliqué après de maintenir la personne dans l'emploi. Surtout dans des métiers où il y a de la pénibilité, où il y a du travail. Alors, je pense à la restauration collective, par exemple, hein, ce que disait Christina, ou ça peut être dans le bâtiment également, où on a voilà, une pénibilité du travail et que le reclassement, quand les entreprises ne font quasiment que ça, est très compliqué, parce qu'on ne peut pas reclasser tous les salariés qui ont des gros problèmes de santé ou de handicap à des postes administratifs, parce que finalement, dans ces entreprises, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, c'est vrai que là, c'est effectivement des situations qui sont compliquées à maintenir dans l'emploi dans l'entreprise. D'accord. Merci pour ce partage également. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Alors, du coup, je vais vous laisser répondre à la seconde question. Est-ce que vous avez vécu la situation où le maintien d'un collaborateur ou d'une collaboratrice a été possible dans votre entreprise, ou est-ce que vous avez, pour le coup, vécu une situation où vous avez pu maintenir votre emploi, ou des choses ont été mises en place en tout cas pour que vous puissiez conserver votre emploi? Donc pareil, vous répondez par oui ou par non. Alors, merci pour vos réponses. Du coup, alors, il y a eu plus de oui de ce côté-là. Est-ce que, du coup, les personnes souhaitent partager avec nous comment ça a pu être mis en place dans votre entreprise, ou alors pour vous-même? Bon, je vais bien redonner un exemple. Oui, dans l'entreprise, mais ça c'est
c'est toujours avec la médecine du travail, hein. Comme disait Pascal, l'avantage d'être dans une grande entreprise, en effet, oui, c'est que on va pouvoir proposer un autre poste sur un autre domaine dans l'entreprise. Voilà, donc après, avec un aménagement de poste spécifique. Et toujours pareil, hein, ça se fait toujours avec l'appui du médecin du travail. D'accord. Merci. Il y a Ika Brera, je crois, qui voulait. Oui. Laurent. Oui, c'est Laurence. Ouais, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que bon, moi, je travaille chez Harmonie Mutuelle et c'est vrai que ce soit au niveau des maladies chroniques ou des personnes en RQTH, on a vraiment des adaptations de poste, que ce soit sur les horaires, pour les personnes qui auraient besoin d'un peu plus de temps le matin, par exemple, pour se préparer, ben, elles arrivent plus tard et elles finissent plus tard. Après, il y a des sièges, il y a pas mal de choses qui sont mises en place au niveau du matériel. Et avec le télétravail, justement, ça nous permet vraiment de permettre à des personnes qui seraient en souffrance de pouvoir travailler de chez elles tant qu'elles le peuvent et tant qu'elles le souhaitent, puisqu'on laisse la porte ouverte justement aux personnes qui ne veulent pas faire de télétravail. Donc, avec une RQTH, il y a aucun problème pour travailler. Il y a des personnes qui font partie du CSE. On a vraiment une grosse partie, puisque nous, on est à plus de 6% de salariés en capacité de handicap, en reconnaissance du handicap au sein de l'entreprise. Donc, je pense que dès l'instant où c'est vraiment mis en place par l'entreprise avec un bon vouloir des salariés et de la direction, il y a des choses qui peuvent vraiment être mises en application. Voilà. Merci. Merci, Laurence. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager par rapport à son oui sur la situation, sur le maintien de l'emploi? Oui, Magali? Oui. Je pense qu'il y a aussi un levier des entreprises pour le maintien de l'emploi, c'est la prévention. Je reviens encore sur tout ce qui est métier un peu pénible avec des stations debout, du port de charge, etc. Pour avoir ensuite, quand la personne commence à déclarer une situation de handicap, c'est d'avoir anticipé ça par aussi de la prévention, d'études préalables, justement, quand la personne commence à avoir des troubles, par exemple, musculo-squelettiques, pas une adaptation, mais du coup, une évaluation de la difficulté du poste, de la pénibilité, etc. Ça permet aussi de faciliter le jour où la personne a une reconnaissance de travail handicapé, de mettre en place rapidement des aménagements et du coup, ça facilite aussi le maintien dans l'emploi parce qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'arrêt maladie. Quand c'est possible, c'est important aussi de mettre en place une politique de prévention. Ok. Merci Magali. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager son expérience sur un maintien de l'emploi? Ok. Donc, merci en tout cas. Donc, tout à l'heure, je vous disais que j'allais un petit peu partager avec vous les difficultés que j'avais pu remarquer, en tout cas dans les groupes que j'ai pu accompagner. En fait, ce sont souvent des personnes qui, justement, n'ont pas pu rester dans leur ancien métier. Alors, soit parce que le handicap est survenu, soit parce qu'il a évolué. En tout cas, c'est vrai que ça... ce que j'ai observé, c'est qu'il y a souvent des personnes qui étaient en reconversion dans mes groupes. Et du coup, parce que effectivement, comme je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai que sur des métiers un peu physiques, par exemple restauration rapide ou maçonnerie, c'est compliqué de reclasser tout le monde à des postes voilà, un peu plus peut-être administratifs ou des choses comme ça. Et donc, il y a des reconversions qui se font souvent derrière. Et le problème, c'est que c'est souvent des reconversions un peu subies. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros travail, en tout cas, sur le deuil professionnel et le deuil personnel, parce qu'il se joue vraiment ces deux choses-là à ce moment-là. Il faut faire l'acceptation du handicap et l'acceptation qu'on ne peut plus effectivement faire le même métier qu'avant. Donc,
Donc voilà, donc c'est vrai qu'avec avec le dispositif sur lequel j'interviens, on va travailler sur beaucoup les compétences des personnes qu'elles vont pouvoir réutiliser dans de nouveaux métiers, compétences transférables, les fameuses. Et on va faire un gros travail aussi sur l'estime des personnes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées à ce moment-là. Et c'est vrai que voilà, il y a ce double travail de compétences professionnelles et d'estime des personnes. Parce que souvent, au tout début des formations, elles me disent, bon, je cumule tous les freins à l'emploi, c'est-à-dire que ben, je suis vieux ou je suis vieille, j'ai un handicap et en plus, je suis junior parce que comme ils se reconvertissent, ils débutent souvent sans expérience une nouvelle formation et ça peut être déstabilisant. Voilà. Donc, c'est vrai que je crois que c'est Laurence qui disait que c'est très important de faire de la prévention en amont. Et c'est un petit peu ce qu'il faudrait appliquer pour la prévention, même pour que ce soit le recrutement, l'intégration, et dans les entreprises, en tout cas, pour essayer d'optimiser ce maintien à l'emploi, en tout cas, dans les différentes entreprises. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a aussi des aides financières qui sont vraiment destinées au maintien de l'emploi, donc de l'AGFIP, c'est des aides forfaitaires qui sont de montant, je crois, maximum de 2 000 € et qui sont compatibles avec toutes les autres aides qui peuvent être mises en place pour les équipements, les différents équipements qui peuvent être mis en place. Mais c'est vraiment une aide pour justement avoir des temps de réunion, avoir des temps de concertation, pour essayer de réfléchir à comment garder les personnes dans leur emploi, comment repenser leur emploi, ou alors comment essayer de les orienter sur de nouvelles fonctions en prenant compte de leur handicap. Donc c'est quelque chose qui existe aussi et voilà, dans lesquels il faut se saisir pour essayer d'optimiser ce maintien à l'emploi en tout cas. Est-ce que des personnes ont des questions ou des derniers retours à faire avant que je repasse la main à Magali? Pour passer la main à l'autre Magali, on me dit. Ok, merci en tout cas pour votre écoute. Et Magali, Barter, je vous laisse la parole. Oui, du coup, j'avais préparé une présentation, mais je ne peux pas partager. Je ne sais pas s'il y a moyen ou c'est pas grave. Vous ne pouvez pas la partager là? Il n'y a pas l'option de partager en fait. Alors, hop. En principe, maintenant, vous l'avez. Oui. Voilà. Parfait. Voilà. On voit. Merci. Du coup, merci à Face Grand Toulouse de me faire intervenir aujourd'hui. Voilà, un petit mot à propos de moi. Je suis ingénieure de formation. Je me suis reconvertie d'abord dans la consultance en communication alternative et améliorée, qui est l'ensemble des solutions qu'on propose aux personnes qui n'ont pas accès à la parole ou peu. Je me suis formée au DU de référent handicap de l'Université de Paris-Créteil en 2019. Je suis aussi aidante familiale, donc j'ai un lien direct avec le handicap. Je suis aidante familiale de mon fils de 12 ans. À la sortie du DU de référent handicap, j'ai créé un réseau, j'ai cofondé un réseau d'indépendants qui remplissent le rôle de référent handicap en tant que sous-traitant des entreprises. Et j'ai fondé l'agence Cap&Pro Gascogne qui intervient sur la région toulousaine et l'est du Gers. Pardon. Donc le réseau Cap&Pro France, on l'a créé en 2019. L'idée, c'était de mutualiser des ressources et des compétences à divers endroits de la France par des personnes qui étaient formées professionnalisées au métier de référent handicap, mais qui voulaient être indépendants.
Voilà, on commence à mailler le territoire. Ça va même, au fur et à mesure des années, on recrute de plus en plus d'indépendants. Voilà, aujourd'hui, on a 3 agences qui existent et qui sont Amiens en déménagement sur Bordeaux, Chambéry et Gascogne. Et on a des créations sur une reprise sur Amiens, une création à Paris, voire 2, et une en Sarthe-Mayenne. Nos activités, alors on propose le métier de référent handicap, la politique handicap. On propose l'externalisation de tout ou partie des missions du référent handicap. Donc, comme je l'ai dit, on est tous formés et professionnalisés. On propose aussi des formations, sensibilisation aux entreprises, mais pas que, aux associations, etc. Voilà, centré sur la thématique du handicap. Et certains indépendants, pas forcément tous, accompagnent les travailleurs en situation de handicap, pas formellement sur de l'emploi accompagné, mais plutôt sur de la construction de projets professionnels. Voilà. Notre approche, elle est centrée sur la personne en situation de handicap, elle est au cœur des décisions. J'en reparlerai aussi quand on va parler quand je vais vous parler du maintien de l'emploi. Elle est au cœur des processus et des décisions. Et on a décidé aussi d'ancrer notre activité dans les principes de l'économie sociale et solidaire, en encadrant les tarifs des indépendants qui sont dans le réseau. Alors, on ne propose pas un tarif fixe, on propose un encadrement des tarifs pour qu'ils soient raisonnables, mais qui nous permettent effectivement, en tant qu'indépendants, de vivre de notre activité. Et la tête de réseau est à but non lucratif, elle est vraiment là pour mutualiser des compétences et des moyens. Nos clients, c'est tout type de structures, des grandes entreprises qui ont l'obligation d'avoir un référent handicap de plus de 250 salariés, qui ont l'obligation d'avoir un référent handicap et qui veulent un référent handicap formé prêt d'emploi, on va dire. Mais également les PME qui sont soumises à l'obligation d'emploi et qui n'ont pas cette obligation d'avoir un référent handicap, qui peuvent nous faire intervenir peut-être plus ponctuellement pour améliorer leur politique handicap et puis pour faire baisser leurs contributions. Les collectivités territoriales aussi, qui ont l'obligation d'avoir un référent handicap. Voilà, on a des spécialisés dans le secteur public, on en a d'autres qui font les deux secteurs public-privé. On a aussi plutôt, cette fois-ci dans le job coaching, des personnes qui interviennent dans le secteur protégé et adapté, donc plus dans la construction du projet professionnel, en complément des conseillers à l'insertion professionnelle qui vont plus être une passerelle avec les entreprises. Voilà. On a aussi plus dans la formation des établissements recevant du public, mais aussi des établissements recevant du public qui sont en fait des PME. Donc voilà, l'intervention, elle va être un peu différente si on axe le côté recevant du public ou le côté PME. Et les associations aussi, on peut intervenir surtout en formation auprès d'associations. Alors, je reviens rapidement du coup sur le handicap et l'emploi. Donc, je vais passer rapidement parce que je sais que tous les interlocuteurs ici connaissent la RQTH. C'est la reconnaissance de qualité de travailleurs en situation de handicap. Elle est au centre en fait du maintien dans l'emploi. On va voir que beaucoup de solutions demandent que la personne soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi de l'OETH ou en cours de reconnaissance. Donc là, c'est quand même la RQTH quelque chose qui est essentiel dans le dispositif. Pourquoi demander une RQTH? Ça permet de sécuriser le parcours professionnel. Alors, d'éviter les ruptures. Effectivement, là, on a eu aussi des témoignages où justement il y a des ruptures. Mais voilà, sur le papier, la RQTH, elle permet d'éviter des ruptures de parcours, de bénéficier de droits supplémentaires à la formation pour justement se reconvertir si on ne peut pas rester dans son entreprise à cause de son handicap. Elle permet de concilier ses compétences et son handicap et permet à l'entreprise de mobiliser des outils que je vais détailler un peu plus précisément ensuite. Voilà, mais en tout cas, aménagement du poste de travail, aide au déplacement, de l'accompagnement personnalisé aussi, ça c'est important dans le maintien de l'emploi, on va le voir, et des aides à la formation.
Et comme on parle aussi de senior RQTH, le fait d'avoir une RQTH, elle va aussi apporter des droits supplémentaires à la retraite. On peut avoir un taux plein en cas de retraite anticipée à partir de 55 ans au titre de handicap. Donc si la retraite est anticipée à cause du handicap, parce que la personne ne peut plus travailler dans son poste, ne peut pas être maintenue dans son emploi, elle peut demander une retraite anticipée, et dans ce cas-là, elle aura un taux plein. Elle peut aussi avoir une majoration de sa pension liée au handicap, et la durée d'assurance pour des personnes qui ont une RQTH très tôt dans leur vie professionnelle, elles peuvent aussi avoir une durée d'assurance cotisée qui est plus faible que les autres. Et ça, c'est pour prévoir aussi les ruptures de parcours où il y aurait des périodes qui n'ont pas été cotisées. Pourquoi ça reste encore tabou dans l'entreprise? Les salariés ont souvent peur de la stigmatisation et de la discrimination dans l'emploi à cause de leur situation de handicap. Et c'est encore un sujet, alors pas forcément les personnes qui regardent ce webinaire sont en relation avec Place Grand Toulouse et donc sont plutôt investies pour ce sujet, mais c'est encore un sujet qu'on voit qui est peu investi par le milieu du travail. Ça vient aussi avec les réformes et les obligations légales à employer des personnes en situation de handicap, mais ça reste encore un sujet qui est parfois la dernière roue du carrosse des entreprises. Comment on désamorce ces peurs quand on est dans une entreprise? On communique beaucoup. On voit que déjà la communication en disant on a une mission handicap, n'hésitez pas à contacter le référent handicap, ça désamorce beaucoup de situations. Ça désamorce aussi des situations où les personnes elles sont persuadées que l'entreprise est au courant qu'elles ont une RQTH, mais l'entreprise ne le sait pas. Donc communiquer, c'est aussi la clé. Ça permet aussi d'établir une ambiance bienveillante pour tous. Hein, quand on a n'importe quel salarié qui entre dans l'entreprise et qu'on a un petit mot sur la mission handicap, l'engagement de l'entreprise sur le thème du handicap, ça a aussi des amorces, des freins que les personnes auraient à déclarer une RQTH. C'est important de prendre en compte, de ne pas ignorer le handicap. Il est là, la RQTH, elle est là pour le reconnaître et il faut agir. Et il faut respecter la vie privée de la personne en situation de handicap. Si elle décide de ne pas révéler sa RQTH à l'entreprise, ou si elle demande à l'entreprise de ne pas révéler sa situation de handicap au collectif de travail, c'est tout à fait son droit. Voilà, c'est quelque chose qui se respecte. Et ça peut, après, c'est un dialogue avec le référent handicap et la mission handicap, etc. Ça peut parfois compliquer le maintien dans l'emploi. Mais voilà, ça reste de la prérogative de la personne elle-même. Alors, on a parlé de certains, les acteurs du maintien dans l'emploi. On a la GFIP et le FIPHFP, je vais en parler un tout petit peu après, qui sont les organismes collecteurs de la contribution à l'obligation d'emploi. La MDPH qui va délivrer la RQTH et qui va aussi orienter vers certains dispositifs qui permettent le maintien dans l'emploi, la réorientation, la rééducation à l'emploi, etc. Cap Emploi, évidemment, qui est un acteur majeur du maintien dans l'emploi. Les prestations d'appui spécifiques qui sont financées par la GFIP ou le FIPHFP. Je vais en parler aussi un peu plus loin. Le réseau Comet de France qui permet aux personnes qui sont hospitalisées de retravailler ou de travailler leur retour à l'emploi en fin de parcours de soins. Et les établissements, les SPO et les ERP, qui sont, alors là, CRIC Association, par exemple, propose ces services-là, qui sont des établissements qui permettent de redéfinir son projet professionnel ou voilà, de se former professionnellement, se reclasser, reconvertir. Donc la GFIP et le FIPHFP, je pense que je l'apprends à personne, ce sont les organismes gestionnaires des fonds. C'est eux qui les collectent et c'est eux qui les redistribuent pour tout ce qui va être mesures incluant le maintien dans l'emploi. Les enjeux du maintien dans l'emploi, quels sont-ils? C'est pour le salarié évidemment une utilité sociale, le statut de salarié, le statut de travailleur. C'est une dignité. Quand la personne souhaite travailler, voilà, c'est une chose qui est importante dans notre société, d'être un travailleur. C'est aussi valoriser son expérience et une reconnaissance de ses capacités et de ses connaissances pour l'organisation, que ce soit privée ou publique, ou
voilà, toute organisation, c'est répondre à l'obligation d'emploi. Et ça permet aussi d'avoir une diversité dans l'entreprise et de valoriser sa RSE. On voit que les enjeux, ils sont pas que du côté du salarié, ils sont aussi du côté de l'entreprise. Alors, les outils du maintien dans l'emploi, il y a plusieurs situations. C'est pendant un arrêt de travail, alors là, je vais parler plutôt des arrêts longs. Pendant l'arrêt de travail, à la fin de l'arrêt de travail, à la reprise d'activité, alors il y a une petite nuance, c'est à la fin de l'arrêt de travail, c'est un peu avant qu'on reprenne le travail et à la reprise de l'activité, des outils qui sont mobilisables à différents moments. Il y a des outils pour les demandeurs d'emploi, je passerai rapidement, puisque là, on parle plus de maintien dans l'emploi dans l'entreprise. Et à tout moment, qu'est-ce qu'on peut aussi mobiliser quand on est travailleur en situation de handicap ou entreprise qui emploie des travailleurs en situation de handicap. Alors, pendant l'arrêt de travail, souvent, on a besoin d'un accord de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, puisque ça se passe pendant l'arrêt maladie. On peut faire intervenir une prestation d'appui spécifique. Donc, la prestation d'appui spécifique, c'est des experts par type de handicap qui vont permettre d'identifier les conséquences du handicap et les moyens de compensation. Ils peuvent aussi amener un appui à l'entreprise, ils amènent un appui à la personne, à l'entreprise, et ils peuvent aussi intervenir en sensibilisation au collectif de travail pour préparer le retour d'une personne dans l'emploi. La personne peut aussi demander un bilan de compétences qu'elle peut mobiliser, par exemple, avec son compte personnel de formation, j'y reviendrai aussi. Et la GFIP propose des formations à l'élaboration du projet professionnel et qui notamment sont tournées vers l'identification des compétences acquises et qui sont transférables dans un reclassement ou dans une réorientation. Ça, c'est ouvert à toute personne qui a une RQTH ou qui est en cours de demande. Au niveau, on peut aussi, pendant l'arrêt maladie, et là il faut l'accord effectivement de l'assurance maladie, mettre en situation la personne, soit par un essai encadré dans l'entreprise pendant 14 jours, c'est renouvelable une fois, et c'est fractionnable, donc c'est pas forcément 14 jours consécutifs, c'est en fonction de l'état de santé de la personne. C'est de tester sa capacité au travail sur le poste qu'elle occupait avant, ou sur un nouveau poste que l'entreprise projette pour cette personne-là, ou en accord évidemment toujours avec la personne elle-même. Et ça peut être en lien avec un bilan de compétences, par exemple, aussi sur un nouveau métier dans l'entreprise. Et il y a aussi la PMSMP, qui est une période de mise en situation. C'est un peu la même... C'est un peu la même situation, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est 15 jours à 1 mois dans une entreprise. Et là, c'est pour tout public, une période de mise en situation en milieu professionnel. On n'est pas obligé d'avoir forcément une RQTH pour la mobiliser. À la fin de l'arrêt de travail, alors ce qui est important, c'est que plus l'arrêt est long, plus il faut préparer le retour à l'emploi, le retour au poste. Donc pour l'entreprise, il y a l'aide, ce que disait tout à l'heure votre collègue, je me souviens plus son prénom, Sandrine, voilà. Ce que disait Sandrine tout à l'heure, voilà, l'aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, c'est une aide financière de 2 000 € pour l'entreprise par la GFIP qui permet de financer les temps de recherche de solutions, les temps de réunion, de coordination, etc. Et ça, c'est par personne qu'on maintient dans l'emploi. Et c'est prescrit par Cap Emploi. Donc, la plupart des solutions que je vais dire là sont prescrites par Cap Emploi. C'est pour ça aussi que c'est un acteur majeur du maintien dans l'emploi. Pour le salarié, il y a des possibilités de temps partiel thérapeutique. Ça peut être une reprise progressive du travail. Ça permet une reprise à temps partiel évolutif. C'est prescrit par le médecin traitant. Et il peut y avoir aussi un contrat de rééducation professionnelle en entreprise. C'est un CDD de 6 mois renouvelable jusqu'à 18 mois pour tout assuré du régime général ou de la MSA qui présente un risque d'inaptitude ou un titre une RQTH. Et c'est pareil, c'est prescrit par Cap Emploi ou la MDPH qui oriente vers les organismes qui proposent ces contrats de rééducation professionnelle. Je me dépêche.
À la reprise Pas de souci, d'activité. c'est intéressant, donc on prend toutes les informations. À la reprise de l'activité, et c'est valable aussi en cours d'activité, quand le handicap survient et qu'il n'y a pas eu forcément d'arrêt maladie, hein, ça peut être aussi au moment où la personne veut valoriser sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, on peut proposer une compensation du handicap. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller mobiliser comme aide? La personne peut avoir une aide aux prothèses auditives. C'est un financement de 800 € par l'AGFIP. Donc, c'est un dossier demandé par la personne ou prescrit par Cap Emploi auprès de l'AGFIP pour financer le surcoût la prise en charge des aides auditives. On peut demander aussi la reconnaissance de la lourdeur du handicap. C'est une aide qui est la reconnaissance de la lourdeur du handicap qui est attribuée à une personne, mais qui permet à l'entreprise de compenser les charges importantes du fait des conséquences du handicap du salarié, et qui permet du coup, par exemple, tout ce qui est financer une adaptation de l'emploi du temps. Donc un temps de travail réduit ou un temps de travail non réduit, mais où la personne a besoin de plus de temps pour réaliser ses tâches. Et ça permet de maintenir un salaire à plein, où on reconnaît qu'en fait, la lourdeur du handicap empêche la personne de travailler suffisamment d'heures ou de mettre plus de temps à exécuter ses tâches. Il y a l'aide à l'adaptation des situations de travail des personnes handicapées. C'est une aide financière aussi, qui peut être demandée par l'entreprise ou prescrite par Cap Emploi. Donc là, ça va être plutôt une aide financière pour adapter un poste de travail. L'aide au déplacement des personnes handicapées, s'il y a un besoin d'aménagement du véhicule ou un besoin de surcoût de déplacement, elle peut être prise en charge. Alors, généralement, hein, le financeur, c'est souvent la GFIP. Il y a les subventions de prévention ou contrats de prévention qui permettent, alors là, c'est intéressant justement parce qu'on peut les mobiliser avant la situation de handicap. Ça permet d'acquérir du matériel ou améliorer les conditions de travail dans l'entreprise pour les personnes qui ont un risque de déclarer un jour un handicap. En accompagnement, on peut demander une étude préalable à l'aménagement des situations de travail. C'est financé par la GFIP. Pour toute personne qui a une RQTH, on peut demander l'étude de son poste de travail pour savoir quels aménagements on va pouvoir amener si nécessaire. On peut effectivement aussi mobiliser à tout moment les prestations d'appui spécifiques dont j'en ai déjà parlé. Et on peut aussi mobiliser le dispositif emploi accompagné qui va plutôt permettre un accompagnement et un coaching de la personne pour l'accès ou au maintien dans l'emploi. C'est destiné à permettre aux personnes d'obtenir et de garder un emploi avec un accompagnement médico-social qui peut s'estomper, qui va s'estomper au fur et à mesure du temps ou pas, selon le besoin. Et ça permet aussi de soutenir l'entreprise qui embauche ces personnes qui bénéficient du dispositif emploi accompagné. C'est en plein développement en ce moment et c'est très, très demandé à tout ce qui touche le handicap psychique essentiellement et mental aussi. Et l'autisme. Ensuite, quand il y a un besoin de changement de poste, parce que le handicap, j'en parlais tout à l'heure, hein, moi je travaille pour une entreprise qui a des postes qui sont justement liés à une pénibilité du travail. Parfois, on n'a pas le choix, on ne peut pas garder la personne dans cet emploi-là. On peut avoir des aides financières au changement de poste, des aides à la formation, au parcours vers l'emploi. Alors là, pardon, c'est au niveau des... Oui, pardon. Au niveau des demandeurs d'emploi, pardon. Je vais rapidement dessus d'ailleurs parce que du coup, ça permet des aides au changement de poste, mais ce n'est pas tout à fait le sujet du jour. On peut mobiliser les demandeurs d'emploi en situation de handicap, mobiliser des aides supplémentaires à la formation, demander des aides au parcours vers l'emploi.
et des accompagnements. Encore ici, on retrouve le dispositif d'emploi accompagné. Je l'ai mis 2 fois d'ailleurs, tellement c'est important. Les prestations d'appui spécifiques aussi. Et les formations un club pro de la GFIP. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la prestation d'analyse des capacités. On parlait de confiance en soi. C'est aussi important d'aller chercher, le bilan de compétences peut le faire aussi, d'aller chercher voilà, les capacités et les ressources des personnes. Et on peut aussi mobiliser des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour tester un emploi ou une idée de reconversion. Alors, pour faciliter le maintien dans l'emploi, il y a aussi, mais qui vont être plutôt mobilisables par la personne, les prestations sociales et les aides financières mobilisables, comme des prestations extralégales, la compensation du handicap, l'allocation adulte handicapé, etc., les pensions d'invalidité. Je passe rapidement dessus, mais ça peut aussi être un complément de salaire, enfin de revenu, pardon, un complément de revenu pour la personne en situation de handicap qui ne veut pas travailler à temps plein. Il y a toujours des conditions financières là-dedans, donc il faut faire attention aussi, il faut bien gérer l'articulation entre la vie professionnelle du coup et ses prestations sociales et ses aides financières. Voilà. Et important, il y a les personnes qui ont une RQTH ont un CPF qui est un compte personnel de formation qui est majoré à 800 € par an. Dans la limite d'un plafond de 8 000 €, mais qui est déjà important, et ça permet voilà, de faire face au surcoût des formations ou de se former, parce qu'on sait que les personnes en situation de handicap, elles sont plus justement soumises à un besoin de reconversion ou à un besoin de formation plus important, et que voilà, ça permet de pallier ce besoin plus important. Il y a des conditions d'ancienneté pour le CPF, il n'y en a pas pour les personnes bénéficiaires de l'OETH, et il y a un surcoût. Comment mobiliser ces outils? Alors, comment on met en œuvre un maintien dans l'emploi? C'est la compétence du référent handicap. Christophe disait comité de pilotage de la mission handicap. Moi, j'appelle ça équipe pluridisciplinaire, mais ça marche aussi. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que chaque cas de maintien dans l'emploi, il est différent. Et ça va chaque fois, justement, façonner cette équipe de maintien dans l'emploi. Évidemment, le salarié, il doit être partie prenante du projet de son maintien dans l'emploi, parce que sinon, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'il subisse ce maintien dans l'emploi, il faut qu'il soit acteur, qu'il donne son choix. On peut le suivre ou on ne peut pas le suivre dans l'entreprise, mais en tout cas, le rôle du référent handicap, c'est d'entendre sa voix et de faire des propositions dans ce sens-là et de faire des recherches dans ce sens-là. Et donc, l'équipe pluridisciplinaire, elle a une configuration variable. Essentiellement, on va retrouver le référent handicap qui est le pilote. Idéalement, on va travailler avec le médecin du travail. C'est pas toujours facile parce que quand on a des services de santé au travail qui sont externalisés, quand on a des entreprises qui ont des sites partout en France et qu'il y a 50 médecins du travail, c'est très compliqué. Mais autant que faire se peut, on va faire intervenir le médecin du travail dont relève la personne qui doit être maintenue dans l'emploi. On va faire intervenir le manager, la direction ou des RH. Ça, c'est assez courant. Et puis après, on va avoir, selon les besoins, l'intervention d'un psychologue du travail. Ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, c'est faire le deuil quand on doit se reclasser, faire le deuil de son ancien métier et aller vers un changement de pratique dans l'entreprise ou en dehors. Les prestations d'appui spécifiques, on peut faire intervenir des ergonomes, des ergothérapeutes. Et en fait, tout professionnel du soin, qui soit médico-social, qui soit médical, qui soit pertinent à ce moment-là. Et parfois, ça peut être aussi des associations. Quand on a des maladies rares, des maladies chroniques invalidantes, etc., on peut aussi faire intervenir des pères aidants, par exemple. L'équipe, donc, elle est pilotée par le référent handicap et il met en œuvre ensuite les préconisations de l'équipe pluridisciplinaire. Il y a d'autres solutions qui sont plutôt pour les entreprises d'une taille assez importante. L'accord agréé ou la convention pour FIP-HFP pour le service public. Ça permet aux entreprises de piloter leur budget handicap et finalement de ne pas attendre que ces fonds soient débloqués
parce que ça peut aussi prendre du temps et on sait que le maintien dans l'emploi, parfois, c'est... Voilà, on a un mois pour maintenir la personne parce qu'elle retourne à l'emploi, on sait que son arrêt maladie s'arrête et on a besoin d'intervenir et on a besoin d'intervenir rapidement. L'entreprise privée, elle réinvestit le montant de sa contribution à l'OETH dans une politique handicap qui est concertée, qui est validée par qui est signée avec les partenaires sociaux, donc vraiment un accord d'entreprise qui est ensuite agréé par la DRETS. Un organisme public, lui, il peut mobiliser les fonds une fois qu'il est en convention avec la FIPHFP, il peut mobiliser les fonds sans dossier ou validation ou sans attendre la validation. Donc c'est un peu différent de l'OETH, mais le but est le même, hein, c'est d'être un peu plus réactif et rapide et vraiment rester dans la compétence de l'entreprise. C'est plus général que le seul maintien dans l'emploi, hein, ça touche aussi le recrutement, tout ce qui est communication interne, formation des personnes, etc. Et le budget, il est piloté par la référent handicap, il y a un contrôle par un comité de pilotage et tous les ans, il est vérifié par l'autorité d'agrément pour vérifier que on n'a pas fait n'importe quoi avec cet argent-là. Et comment on fait quand on n'a pas de référent handicap, on peut faire intervenir, alors c'est nouveau, hein, les entreprises n'ont pas forcément le réflexe, mais on peut faire intervenir un référent handicap externalisé. L'avantage, c'est qu'on est déjà formé au métier, on sait comment intervenir, on sait quelles questions poser dès qu'on arrive dans l'entreprise, quels acteurs identifier, et on connaît les acteurs du handicap, on est référencé auprès, voilà, les acteurs du handicap locaux nous connaissent aussi. Ça permet de déduire une partie de l'intervention, on peut déduire une partie de l'intervention du référent handicap externalisé de la contribution à l'OETH, donc ça fait baisser la contribution, et puis mécaniquement, de toute façon, le référent handicap va avoir un effet sur la politique handicap et donc va favoriser la déclaration de RQTH et l'emploi de personnes en situation de handicap dans l'entreprise, et mécaniquement, ça va faire baisser la contribution puisque le taux de salariés en situation de handicap va monter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je peux répondre à toutes les questions. Merci. En tout cas, c'était vraiment très complet, très intéressant. C'est bien d'avoir ce type de résumé de temps en temps. Ça fait du bien de replacer un peu tous les acteurs du territoire et tout ce que les entreprises peuvent faire pour contribuer au maintien dans l'emploi. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des remarques? Nadine, ton micro est coupé. Bonjour, et je vous prie de m'excuser pour cette arrivée tardive. J'étais retenue par une autre réunion. Donc, je suis Nadine Blanc de l'AGFIP. Juste, j'avais peut-être une petite précision concernant les aides de l'AGFIP qui ont été présentées. Les aides de l'AGFIP ne sont pas des aides de l'AGFIP qui sont mobilisables en direct. Elles sont souvent prescrites. Donc, prescrites soit par Cap Emploi, donc dans le cadre du maintien dans l'emploi, ce sera par Cap Emploi. Cap Emploi accompagne les personnes, mais accompagne également les employeurs dans la recherche de solutions, en vue du maintien dans l'emploi du collaborateur. Donc, de fait, les prestations d'appui spécifiques, les études ergonomiques, c'est vraiment au cas par cas. C'est toujours avec la validation aussi du médecin du travail. Donc, effectivement, c'est vraiment par rapport à la situation, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas besoin d'études ergonomiques, parce que le médecin, le service de santé au travail, proposera déjà les solutions et il n'y aura que les adaptations à mettre en place. C'est juste une remarque complémentaire que je me permets de faire et voilà. Et peut-être juste une autre précision sur l'offre de service AGFIP. Vous venez de présenter les entreprises sous accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises sous accord, agréées par l'État, effectivement, elles ne versent plus la contribution qu'elles pourraient être amenées à verser. De fait, tant qu'elles n'atteignent pas le taux des 6%, c'est-à-dire tant qu'elles ne répondent pas à l'obligation prévue par la loi, elles ne peuvent bénéficier des aides de l'AGFIP. Alors, bien entendu, elles peuvent mobiliser les prestataires, mais dans ce cas-là, elles les financeront sur les fonds de leur accord agréé, fonds qu'elles conservent pour mettre en place, comme vous le disiez, des solutions de maintien dans l'emploi. Voilà, c'était juste quelques précisions complémentaires. Merci. Oui, tout à fait. Oui, je ne sais pas si vous êtes arrivé peut-être au moment, mais je disais oui, effectivement, Cap Emploi est le prescripteur quasiment dans tous les cas de maintien dans l'emploi, effectivement. Voilà.
Je peux poser une question à Magali Barter? Oui. Je suis Alain Liberma, donc membre de FAS, mais également dans une autre association qui accompagne des demandeurs d'emploi, donc y compris les personnes en situation de handicap. J'aurais aimé savoir quelles étaient pour vous les principales difficultés que vous rencontrez vis-à-vis du monde de l'entreprise quand vous accompagnez, vous dirigez, vous orientez les personnes en situation de handicap, sachant peut-être qu'il faut savoir distinguer quelle forme, quelle nature de handicap. C'est toujours un terrain un peu difficile à évoquer, mais est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vraiment les principales difficultés que vous rencontrez? Les principaux freins que je rencontre, c'est d'abord des préjugés par rapport au handicap, des stéréotypes très très liés au handicap, à la personne à mobilité réduite tout de suite, ou le handicap psychique aussi fait très peur. Donc c'est vraiment des préconceptions, des conceptions du handicap qui sont biaisées. Donc là, c'est beaucoup de travail de formation, de communication dans l'entreprise et de formation des managers essentiellement pour voilà, déconstruire des préjugés. On a aussi tout ce qui est du côté des handicaps invisibles aussi, où il faut vraiment former les gens à identifier qu'est-ce que c'est un handicap invisible, qu'est-ce que c'est la fatigabilité, par exemple, liée à un handicap invisible, ou des choses comme ça. Ça, c'est le frein principal qu'on rencontre dans l'entreprise pour vraiment l'entrée dans l'emploi. Au niveau des directions, au niveau des RH, parfois, ce qu'on voit aussi, moi, ce que j'ai rencontré, c'est des entreprises qui disent « Ah oui, on veut augmenter notre taux d'emploi, on va embaucher ». Et en fait, qui ne se posent pas la question de l'accueil. C'est pour ça que je disais, il faut beaucoup communiquer en interne à l'entreprise. On communique d'abord beaucoup. Ça permet aussi d'avoir des personnes qui se déclarent, qui sont dans l'entreprise, qui ont une RQTH, qui ne l'ont jamais déclarée, à envisager de déclarer leur RQTH en le révélant ou non à leur collectif de travail direct ou pas. Et également justement de freiner justement cette idée d'aller recruter directement des personnes en situation de handicap avant de travailler sur soi intra-entreprise sur les collectifs de travail, leur conception vis-à-vis du handicap, etc. Et après, ce qu'on voit aussi au niveau des entreprises, c'est que l'entreprise, elle ne sait pas où elle est sourcée, elle ne sait pas à quelle prestation justement mobiliser, etc., si elle ne va pas chercher le bon interlocuteur, etc. Ça, c'est un travail qui, effectivement, que je fais souvent parce que justement, l'entreprise ne sait pas trop. Elle dit, je veux bien faire, mais finalement, je ne sais pas comment faire. Vous mettez le doigt, merci d'avoir ces éclairages, parce qu'effectivement, vous mettez le doigt sur deux points importants. Un, nombre d'entreprises ne savent pas comment s'y prendre, tout en étant partant. Et deux, certaines entreprises, que je connais un petit peu, qu'on connaît un peu, s'emparent quand même de ce sujet, c'est-à-dire ils réinterrogent leurs propres pratiques. Je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, hein, mais ça commence à tourner un petit peu dans le bon sens, et donc il faut savoir les repérer parce qu'elles sont plus ouvertes à l'intégration, je dirais, et non pas simplement une embauche. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'intégration que de recrutement. Mais pour ça, je suis d'accord. Pour ça, je voulais savoir concrètement ce que vous faisiez et surtout ce qui vous gênait, ce qui vous freinait. D'accord, bon, bah, écoutez, c'est plus clair. J'aurais aimé avoir vos coordonnées, mais je verrai avec Magali et peut-être Sandrine si c'est possible qu'on se revoie. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Oui, vous pouvez mettre vos coordonnées dans le chat et puis s'il y a besoin de fixer des rendez-vous, tout ça, et puis on peut se voir aussi rencontre adhérents de face, comme tout le monde est adhérent là. D'accord. Merci. Merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je voulais juste ajouter, du coup, les interlocuteurs, Cap Emploi est un interlocuteur très facile à avoir, notamment dans le 31. Voilà, c'est des gens qui répondent. Alors, en tant que moi, référent handicap d'une entreprise, j'ai pas eu de souci à les contacter et à les mobiliser. Et effectivement, il y a aussi la GFIP qui est un interlocuteur principal, mais parfois les entreprises ne savent même pas qu'ils peuvent s'adresser à la GFIP. Merci pour ces précisions. D'autres questions?
Alors, je pense que c'est bon. Est-ce que, Magali, votre support pourra être diffusé? Oui, bien sûr, je vous l'enverrai. Voilà, comme ça, je l'enverrai à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin, parce qu'il y en avait beaucoup qui ont eu des empêchements de dernière minute, des Covid, des choses comme ça. Donc, on pourra leur envoyer le compte-rendu, le support, et ce sera sympa de le diffuser. Il n'y a pas de problème. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, d'autres remarques, on va clôturer là le cycle de webinaire sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, comme je vous disais, si vous avez besoin des supports, en principe, je vous ai envoyé tous les documents qui ont été utilisés pendant le précédent webinaire. Si vous n'avez pas reçu, vous pouvez m'envoyer un message, comme ça je vous l'enverrai. Les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de FACE. Donc, avec tous les autres webinaires qu'on fait, les matinales de la RSE, etc. Vous pouvez tout retrouver en ligne. Et là, je vous enverrai donc le support de Magali et tout ce que Sandrine a dit. Je vous ferai un petit compte-rendu de ce qui a été dit précédemment. Voilà. Merci à tous et à toutes du coup pour votre présence ce matin, pour votre participation. C'était très intéressant, très instructif de vous entendre, de voir les parcours aussi. Donc, Ah, il y a Pascal. Les entreprises forment aux salariés au premier secours en santé mentale. Voilà. Ah oui, je vais prendre vos coordonnées, du coup, si vous êtes formateur, Pascal. Voilà, donc si vous pouvez mettre vos coordonnées directement dans le chat, Pascal, ce serait... je pense que ce serait intéressant pour tout le monde aussi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Peut-être pour noter la date du 13 septembre pour notre événement face au handicap, donc la journée de visite d'entreprises adaptées et des AT pour les entreprises du milieu ordinaire, donc pour créer des passerelles entre ces deux milieux. On organise une journée, donc on se déplace en bus, on a des sensibilisations au handicap, aux déficiences visuelles notamment. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises. Ça permet de créer du lien avec des ESAT et des entreprises adaptées du territoire. Et c'est important d'avoir ce lien-là avec les entreprises du territoire. Donc vous pouvez noter votre journée du 13 septembre si ça vous intéresse. Je vous ferai parvenir tous les éléments, les formulaires d'inscription bientôt, pendant l'été. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci. À bientôt. Merci Magali. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.